Bonjour à tous, amis décodeurs, décodeuses, en ce lundi pluvieux, triste, venteux, c'est pas génial quoi le temps en ce moment. Avec une insomnie pour moi là, de fou. J'ai dû dormir 2 heures à peine, 2 3 heures. Alors le problème c'est que j'ai tendance à me coucher tard justement. Et puis bah, il faut que je me lève tôt, et bah, vous voyez le cercle infernal dans lequel je suis quand c'est comme ça. Ouais bah ce que j'ai fait, je me suis mis à lire beaucoup cette nuit, voilà. Puis j'étais en train de penser, vous voyez, aujourd'hui vous parlez en toute confidentialité sur justement l'enfer des hauts potentiels. Le haut potentiel étant hypersensible, peut très vite voilà, euh, chanter les choses parce qu'il a envie de se couper, voilà, donc il a envie de se couper du monde, des gens. Et des fois les personnes ne comprennent pas cette sensibilité, cette hypersensibilité, comme ce qu'on appelle justement l'hypersthésie, c'est-à-dire vraiment les sens qui sont acerbés à un point où c'est vraiment horrible. Comme le son par exemple, moi je suis extrêmement sensible au son, j'entends tous les sons. Je peux même entendre des sons très loin. J'ai aussi un odorat très développé, je sens des odeurs que d'autres ne sentent pas. Je suis, c'est pas d'avantardise, hein, c'est comme ça que je suis. Euh, c'est pas facile de forcément s'épancher là-dessus, hein. Je joue pas le rôle d'un acteur, hein, on est bien d'accord, mais simplement c'est toujours un sujet délicat parce que vous aurez toujours des gens qui ne pourront pas comprendre. Les hypoconscients ne peuvent pas comprendre ce que c'est qu'un hyperconscient. Voilà. Ce que j'appelle les hypoconscients, c'est comme des personnes qui sont très linéarisées, c'est-à-dire ils sont dans l'esprit très cartésien, ce qui justement est notre société. Moi, je voulais parler justement des enfants hypersensibles, des enfants surdoués, dits au potentiel à l'école. Vous parlez un peu aussi de mon parcours scolaire, j'en avais déjà parlé, hein, mais bon, c'est toujours intéressant de reparler, de revoir les choses sous un autre angle quelquefois. Et moi, je me souviens que souvent quand j'étais à l'école, déjà ça avait mal commencé avec bon, la maternelle, ça reste très, vous voyez, très succinct, bon. Et déjà ça avait très très mal commencé avec une institutrice qui ne pouvait pas me cadrer, qui ne m'aimait pas, elle avait des choses, je me souviens de son visage, vous imaginez aujourd'hui avec l'âge que j'ai, je me rappelle encore de sa tête à cette bonne femme. Je pouvais pas la voir. Si je la verrais dans la rue, je foutrais 2 baffes, hein. Mais 2 baffes, hein, je vous assure, je pouvais pas la voir. Elle m'insupportait. Elle me rendait comment on dit, mélancolique. Voilà, vous voyez, c'est. Excusez-moi si je trouve pas mes mots des fois. Ah, je mange en même temps, ne s'en faites pas, hein, j'ai mangé hyper tard en plus. C'est le bordel. C'est vraiment le. Ouais, c'est pas génial. Bon, une forêt noire, pas mauvais, qui vient d'un excellent pâtissier en gain. Et donc, voilà quoi. Et déjà, ça a commencé comme ça la maternelle. Ensuite, je me rappelle avoir eu Madame Simonet qui était super gentille. Alors là, j'étais en CP, mais gentille, gentille. Elle comprenait ma sensibilité. Elle voyait comment je fonctionnais par ma sensibilité parce qu'elle voyait que je fonctionnais plus du cerveau droit que du cerveau gauche. Donc souvent, j'étais bon en poésie, par exemple. Vous voyez, tout ce qui fait partie, par exemple, de l'art littéraire lyrique, des choses comme ça, j'aimais bien. Justement, il y a une chaîne, bon, je fais un petit aparté, mais la chaîne de Loba James, allez la voir parce que c'est super ce qu'elle dit. Franchement, ça me répond ce qu'elle dit. Elle écrit déjà super bien. Et en plus, c'est pas pour leur envoyer des fleurs, mais j'ai trouvé vraiment cette chaîne, enfin, elle a très peu d'abonnés et je trouve que c'est un peu dommage. Peut-être qu'il faut qu'elle mette plus de contenu, je sais pas. En tout cas, le contenu est de qualité. Ce qu'elle met, c'est vraiment un contenu de qualité, je trouve. Et donc, bien sûr, ça doit être une eau potentielle, ça c'est évident. Ça se ressent de toute façon chez les hauts potentiels. Et donc, bah, ça se passait bien avec Madame Simonet, je me rappelle. Elle me donnait des fois des images et tout. Parce que vous saviez, à l'époque, il y avait les bons points. Vous aviez les bons points, vous aviez ce qu'on appelle les images. Donc, bah, vous aviez des images, des bons points. Ou alors vous aviez la punition au coin du préau, au coin de la classe. Ou alors vous devez écrire 100 fois je me tiens bien quand je suis en classe, enfin des trucs, des conneries du genre, quoi, voilà.
Et c'est très très bien passé, j'ai fait beaucoup de progrès avec elle et tout, parce qu'elle savait me prendre, elle avait une pédagogie justement, je crois elle avait, elle avait un cousin ou cousine qui était au potentiel, donc elle connaissait, elle remarquait les enfants qui étaient comme ça. Elle me dit, toi, tu iras loin et tout, si on utilise bien si on utilise bien ton potentiel, qu'on t'écrase pas trop. Malheureusement, c'est pas du tout ce qui s'est passé, justement. Et puis après, il y a le CE1, je crois, CE2, CM1, CM2, si ma mémoire est bonne, hein, cours élémentaire, la moyenne école, quoi. Et puis là, je suis tombé en CE1. Après, bon, je me rappelle plus trop hein, des noms, parce que j'ai oublié un peu. Euh, C'était Monsieur le Baron, je crois, en CE1. Ou CE2, c'était plutôt CE2, Monsieur le Baron. Enfin, Monsieur le Baron, c'était vraiment un cas particulier. C'est un instructeur, enfin, c'était un maître d'école qui était très. Enfin, il était grand, il faisait bien faire au moins 1,90 m facile. Très sec, vous savez, très longiforme, comme on dit. Et puis lui, je me rappelle, hein, il avait un caractère spécial. Ça s'est pas forcément très bien passé, mais bon, c'était encore passable à peu près. Mais alors après, quand il y a eu Gouffignal en CM1, ouais, CE1, je sais plus c'était qui, je crois que c'était encore Madame Guillonnet, je crois qu'elle faisait les CP, CE1. Et puis après en CM1, je me rappelle, j'ai eu Monsieur Gouffignal, je me rappelle de ce monsieur. Alors lui, par contre, c'était la tartuffe totale. Un espèce de mec pas très, oui, un peu pathétique, un côté un peu lourd, un côté un peu rond, un peu bon, puis il arrivait derrière vous, puis avec son doigt, il mettait des coups, en plus il avait une bague, cette espèce d'enfoiré là, il vous foutait des coups de bague dans le lobe d'oreille, oh là là, comment je le sentais passer, lui je pouvais pas le supporter, donc là j'étais le dernier de la classe bien sûr, il m'arrivait de piquer des crises de nerfs, ouais Nel, t'iras à tel endroit, tu vas aller faire le tour là, de la récré, machin, etc. Donc ça se passait très mal. Donc ça a été pour moi un échec. D'ailleurs, il disait, je me rappelle très bien, parce que ma grand-mère, bon, malheureusement c'était comme ça, ma grand-mère m'a beaucoup élevé, parce que ma mère était souvent malade, puis j'avais toujours un rapport de force avec ma mère, c'était pas très simple, hein. Souvent, j'avais du mal à la comprendre, elle avait du mal à me comprendre, c'était très complexe, hein, très très compliqué. Donc ma grand-mère par contre me comprenait bien, et puis, en fait, on lui avait dit à ma grand-mère, je me rappellerai toujours, mais votre enfant, il sait pas lire, machin, tati, tata, parce que vous savez, des fois, je regardais une carte postale là, qu'avait envoyée au complot, là, justement, sur sa chaîne, d'un enfant, certainement zèbre, justement, où on voit l'écriture. Bah, moi, j'avais une écriture comme ça, j'avais une écriture complètement. Ça vient un peu au hiéroglyphe, quoi. J'étais un espèce de champollion, j'écrivais très mal. Et puis, en fait, voilà comment on martyrise, en fait, justement les petits zèbres encore aujourd'hui qui sont martyrisés, qui n'ont rien à faire dans des écoles comme ça, mais rien à faire du tout. Ils doivent être pris en charge le plus vite possible, hein, parce que sinon, bah, ils vont gâcher une grande partie de leur vie. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Bon, heureusement, j'ai su me rattraper aux branches un peu quand même. Mais voilà, Gouffignal, ça a été, ouais, la goutte d'eau, quoi. Lui, était vraiment très particulier. Et ça se passait mal, alors que des fois je pouvais être le premier, alors bah, j'étais le dernier de la classe ou avant-dernier, je sais plus, puis j'en avais rien à foutre. Ce que je faisais, c'est que je foutais rien. Donc je m'en foutais royalement. Ils me demandaient de faire les leçons, je les faisais pas, donc je me prenais des zéros, trucs comme ça, parce que ça m'intéressait pas. Voilà, c'était une personne que je trouvais pas du tout empathique, mais plutôt antipathique, justement. Complètement le contraire de l'empathie. J'aimais pas du tout ce personnage. J'ai gardé un très mauvais souvenir de lui. Mais il n'y a pas que lui, hein, je vais vous expliquer après. Et puis, en fait, c'est un désastre, quoi. Ces gens se demandent pourquoi ils sont instituteurs ou institutrices, vous voyez. Ils disent que c'est un désastre, quoi. L'éducation nationale est un véritable désastre, hein. C'est vraiment un truc. Et en plus, bah moi, comme j'avais tendance des fois à contredire ce qu'ils disaient, je n'étais pas d'accord sur tel point, par exemple. Arrêtez, s'il vous plaît, de me couper tout le temps. Ou moi, c'était moi qui étais coupé quand je parlais aussi, ça, souvent, voilà, même dans la vie en général. Bref. Et puis en fait, moi, mon CM2, je ne l'ai pas fait. Je suis passé directement, vous savez, à l'époque, on disait les sixièmes, il y avait les sixièmes de transition, cinquièmes de transition, donc là, je me retrouve au collège. Oh, le collège, je vous en parle même pas. Alors là, c'était carrément du délire. Alors d'abord, j'avais perdu tous mes repères, j'avais plus mes copains, enfin un ou deux copains que je connaissais.
Parce que j'étais pas, je m'isolais, hein, je souvent m'isolais des groupes, moi j'aimais pas trop, j'ai jamais aimé les groupes, hein, même encore aujourd'hui. Je m'intègre pas dans un groupe, hein, j'ai énormément de mal à m'intégrer dans un groupe, hein. Moi je suis quelqu'un de très solitaire, j'aime pas les groupes. Je vous en ai parlé, hein, de la collectivité, alors je dis pas que j'aime pas les gens, c'est pas ce que je veux dire, parce que justement, une personne qui est hypersensible, qui est dans l'hypersensibilité, a beaucoup d'empathie et aime bien naturellement aller vers les autres. Vous voyez, moi je suis quelqu'un, je suis très naturel, j'aime bien aller vers les autres, c'est dans ma nature en fait. Mais là, le collège, ça a été en fait la goutte d'eau qui fait déborder la citerne. C'est même plus le vase, là, je vous le dis tout de suite. Et puis j'avais eu des profs, c'était vraiment une catastrophe quoi. La sixième, oh là 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 là. Il y avait une prof d'anglais là qui était con comme un manche à balai. Enfin bon, c'était. Elle criait. Ah, ma prof de leçon, voilà. Bon, ça s'est mal passé quoi. C'est très mal passé, sixième. Ils m'ont largué, enfin ils m'ont lourdé de la cinquième. Ils m'ont dit non, non, vous continuerez ni la quatrième, ni la troisième, ni la seconde, ni la première, et encore moins la terminale, parce que là vous êtes au lycée évidemment. Quand vous sortez de la quatrième, vous arrivez, voilà, vous arrivez au lycée en seconde. Donc, ouais, donc c'était pas franchement génial. Et on m'a dit, bah monsieur, de toute façon, vu en fait, entre guillemets, votre intolérance et votre allergie au milieu scolaire, bah on va vous mettre à faire un métier. Moi je dis, ah bon, un métier quoi? Un métier manuel. Ah bon, métier manuel? Bon, c'est vrai, j'ai toujours été assez doué de mes mains. Je faisais des trucs, j'ai toujours fait des trucs, réparer ma mobilette, ma voiture, j'ai toujours démerdé avec mes mains. Euh, et puis en fin de compte, bah, on m'a dit voilà, il y a un ENP, alors c'était même pas un LEP, hein. Parce que vous aviez le LEP je crois que c'est le lycée d'enseignement professionnel, et l'ENP c'est l'éducation nationale de perfectionnement. Vous imaginez le cancre que j'étais, quoi, le gros cancre. Mais je dis souvent aux gens, vas-y, traite-moi de gland, mais des fois je leur réponds, mais tu sais, dans le chêne, regarde, je suis un gland, mais je suis devenu un chêne, tour du cul. Tu vois, le gland un jour deviendra un chêne. Et oui, il y a vraiment des trous de balles qui n'ont pas compris ça encore. Mais bon, c'est pas grave pour eux. Voilà. Enfin bon, je suis assez. Ouais, je suis assez trash en ce moment, je suis désolé. Ça fait partie un peu de ma nature d'être trash. Et donc, en fait, là, j'arrive au LNP, donc bah, là, on me propose des métiers, puis j'ai fini par choisir celui d'ajusteur-monteur, qui consistait à usiner des pièces avec des machines-outils, hein, comme des fraiseuses, des tours, des autolimeurs, des rectifieuses, vous voyez. Il fallait aller assembler les pièces. Alors j'avais regardé d'autres métiers comme menuisier. Je voulais faire menuisier, puis après, bon, ça n'a pas pu se faire, je sais pas pourquoi. Et puis après, bon, c'est vrai que les menuisiers, ils perdaient des doigts avec les toupies, les trucs comme les dégauchisseuses et tout, ça me faisait super peur, la dégauchisseuse. J'avais fait le stage en menuiserie. Oh, la dégauchisseuse, c'est un truc qui me faisait super peur. Et je crois que c'est cette peur-là, je voulais pas être menuisier à cause de ça, parce que j'avais tellement entendu de gens qui ont laissé des mains et tout avec cette machine-là. Waouh. Bon, il y a des protections quand même, mais les gens, des fois, ils enlevaient les protections parce que ça les gênait pour faire le dégauchissage. Euh, c'est un peu comme du rabotage, hein, le dégauchissage, si vous voulez. Vous avez même dans la menuiserie, vous avez ce qu'on appelle des machines à raboter automatiques, hein. On appelle ça aussi des dégauchisseuses, c'est un peu la même chose. Et puis, excusez-moi, j'entends du bruit là. Vous voyez, c'est tout de suite, je suis alerté quand j'entends un bruit. Des fois, ça me perturbe, vous pouvez pas savoir. Des fois, je suis obligé de mettre mon casque, hein, j'ai un casque anti-bruit. Parce que ça me gêne, hein, le bruit, hein. Des fois, je mets mon casque anti-bruit pour dormir. Souvent, je mets le casque anti-bruit. Ou des boules de caisse, hein. Voilà, là, il y a personne qui parle. Ça m'énerve, ça me perturbe. Parce que je peux pas me concentrer dans ce que je fais. Donc, en fait, voilà. Donc, j'ai fait ce métier-là. Et puis, mais ça a pas été simple, quoi. Ça n'a pas été simple. Et puis après, bah voilà, après je suis rentré dans le monde professionnel. Alors oui, voilà, pour revenir à ce que je disais, là j'avais un prof, il s'appelait Julia, c'était un prof de judo. Puis il me dit de m'inscrire au judo, enfin il me dit de m'inscrire, il me propose d'aller au judo. Parce qu'il est prof, vous savez, dans les LEP comme ça, dans les ENP, c'est souvent des profs qui font maths, français, histoire, enfin bon voilà, toutes les matières. Et donc lui il faisait un petit peu toutes les matières auxquelles il était fixé. Et puis il me disait, bah, va faire du judo.
Alors au début, ce type, je l'aimais pas trop, quoi. Et puis, de toute façon, j'ai jamais pu le supporter. C'est un type que j'ai jamais pu supporter. Très arrogant, très froid, très prétentieux. C'était le mec, vous savez, c'est moi. Attention, j'arrive, je suis la quintessence de l'univers. Vous savez, comme un peu sur YouTube, là, il y en a comme ça, ils arrivent et puis ils font ouais, moi je suis la quintessence de l'univers. Ils ont un ego qui est démesuré, surdimensionné, ça m'agace. On a tous de l'ego, hein, je veux dire, ça fait partie un peu de la vie, l'ego. On en a besoin pour réaliser des actions, mais il faut faire attention, voilà, faut pas aller trop loin. Et lui, il était comme ça. Alors, j'ai fait du judo, et puis en fin de compte, je me suis trouvé quelque chose que j'aimais, le judo. J'ai même fait de la compétition. J'ai gagné 2 médailles à l'époque. J'avais ramené 2 médailles à l'école en question, là. Même une coupe, je crois. Mais en groupe, on était en groupe pour la coupe. Parce qu'on avait rencontré une autre école professionnelle, si vous voulez, ce qu'on appelle des écoles professionnelles. Mais en fait, voilà quoi. Et puis, un jour, il y en avait un qui avait, je sais pas, il s'était passé un molar et tout. Vous savez, où on fait du judo, l'autre, je sais pas ce qui s'est passé, il a dû cracher sur le tatami. Bah, c'était dégueulasse. Bah, j'ai été le seul à le ramasser, quoi. Bah, enfin, pas évidemment, j'ai pris un truc et puis personne n'a voulu le faire. C'est moi qui m'étais comme un crétin, là. Puis en fait, ce type-là, je l'ai revu, hein, il y a 3 ans, 4 ans, je l'ai vu. Je l'ai humilié dans le bus, le mec. Enfin, avec ceinture noire, là, je l'ai humilié, quoi. Je dis, ouais, vous m'avez traité comme une merde, vous, hein, quand j'étais dans votre école, que je lui dis, hein. Je dis, ouais, il me dit, ouais, mais tu méritais tout. Je dis, ouais, non, c'est vous, là, vous me racontez des bazars, monsieur Joulia, que je lui disais. C'était vraiment un frimeur, ce mec, il m'énervait, je ne pouvais pas le supporter. Un espèce d'arriviste, là, je ne pouvais pas le supporter, ce type. Et puis, bon, après, ça m'a permis de faire du judo, d'avoir la ceinture presque marron. J'avais ma ceinture verte, j'étais pas loin de passer la ceinture marron, je l'ai pas fait. Parce que je me suis déglingué les genoux, figurez-vous, je me suis pété un ligament croisé à cause de ce putain de judo, là, de merde, là. En fait, j'ai détesté le judo après, je détestais tout ce qui était chute, je détestais ça, ça m'énervait. Bon, malgré que j'ai fait un peu d'aïkido, mais j'en ai pas fait longtemps. Et puis voilà, après, bah, vous êtes projeté. Après, bah, une fois que j'ai quitté cette école, j'ai fait mon armée. Je me suis dit, bon, il y a l'armée, je vais devancer la paix, je vais faire 18 ans. Bon, voilà, là, on sort du cadre de l'école, on est bien d'accord. Voilà, donc ça, c'est mon parcours scolaire. Bon, après, je pourrais aller plus loin pour parler du parcours professionnel, mais je pense que ça serait plutôt l'objet d'une autre capsule. Bon, de toute façon, je vous en ai déjà parlé, hein, vous connaissez le sujet, donc je ne vais pas le répéter sans arrêt, ça sert à rien. Mais en tout cas, les personnes, les enfants, moi je les plains, hein, qui sont hypersensibles, au potentiel. Alors certains tombent dans des très bonnes écoles parce que les parents les placent justement dans des écoles qui sont adaptées justement à eux et ça se passe super bien. Vous voyez, ils ont des ateliers, par exemple, les hauts potentiels, ils ont besoin d'ateliers. Donc ils peuvent faire différentes activités tout en étant enseignés. Ça c'est génial, la méthode elle est vraiment bien faite justement. C'est vraiment une méthode du mind mapping, vous savez, vous partez d'un sujet central, hein, et en fait vous avez des branches qui partent dans tous les sens et puis il y a une idée qui engendre 10 idées, 10 idées qui engendrent 100 idées. Parce qu'on fonctionne comme ça en fait, on fonctionne dans ce qu'on appelle en français on appelle ça le schéma heuristique, si vous voulez, c'est un terme un peu, ouais, je vous le conçois un peu barbare, le schéma heuristique. Ou en anglais, on appelle ça aussi le mind mapping, c'est-à-dire la carte de l'esprit, si vous voulez. Et donc, vous pensez d'une idée centrale et vous partez, vous avez déjà vu ça. Vous avez 4 branches principales, par exemple, puis après, vous avez toutes les petites branches, les feuilles, les fruits éventuellement, et vous faites des petits dessins, par exemple, voyez, vous mettez des couleurs. Imaginons, admettons qu'on prend un sujet central comme, je sais pas, on va parler du cerveau, par exemple. Bah, vous dessinez un cerveau dans la bulle, voyez, ou vous faites une bulle, ou pas une bulle d'ailleurs. Vous pouvez même faire directement le cerveau, puis vous faites des branches. Il y en a une qui va en haut à gauche, une en haut à droite, une en bas à gauche et une en bas à droite, par exemple. Puis peut-être en faire une cinquième, mais bon, 4 ça suffit en général, hein. Et ça, ce sont les grosses branches, les branches qui vont parler principalement du cerveau. Et à partir de là, vous dites, par exemple, la morphologie du cerveau, capacité cérébrale. Après, vous allez parler de la philosophie. Pas la philosophie, mais par exemple, enfin, non, neuroatomie, vous allez parler de l'intelligence émotionnelle, par exemple. Et après, à partir de là, vous avez plein d'idées qui peuvent partir. Voyez, vous allez concevoir d'autres idées qui vont engendrer d'autres idées. Donc, le haut potentiel résonne comme ça, parce que c'est son circuit neuronal, c'est sa manière d'être qui fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils croient que les personnes qui sont justement hypersensibles, au potentiel, ils s'imaginent quelquefois qu'ils se vantent. Non.
on a soif de connaissances, on est des gens souvent, on s'intéresse à plein de domaines. Moi, j'ai des connaissances dans plein. Je m'intéresse, je suis très curieux, on est très curieux. C'est ce qu'explique d'ailleurs David Lefrançois, justement, il l'explique très bien. Je vous laisserai la vidéo sur justement l'enfer des surdoués. Puis vous pouvez même s'abonner à sa chaîne. Je trouve sympathique ce monsieur qui, je pense, est aussi un haut potentiel, justement, qui comprend très bien. Et même les 10 signes hein, qui déterminent si vous êtes haut potentiel ou pas, si vous êtes un gaucher, vous serez plutôt matheux qui dit. Et c'est vrai, moi, tous les gauchers que j'ai connus, même à l'école, c'était souvent des matheux. Alors oui, il y a des droitiers, hein, je ne le cache pas, mais il y a aussi, surtout beaucoup plus de gauchers qui sont des génies en mathématiques. Hum. Excusez-moi, mon café l'a refroidi. Je suis tellement bavard, j'oublie de boire mon café. Moi, je vous dis pas bon appétit, mais c'est comme si vous étiez dans mon salon, en fait. Et donc, voilà, c'est ça en fait, si vous voulez, la société a été faite par des cerveaux gauches, pour des cerveaux gauches, c'est-à-dire des hypo-efficients. C'est pas une insulte, un hypo-efficient, ça veut dire que ce sont des gens qui sont plutôt linéaires. Vous regardez une personne normopensant, quelquefois, elle va avoir une tâche, et par exemple, elle va lire un livre. Mais elle n'est absolument pas dérangée par ce qu'il y a autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle va se concentrer, elle va faire abstraction de tout ce qu'il y a autour d'elle, des bruits, des jeux de lumière. Elle est tellement concentrée, même des fois, vous la scrutez. Bon, eh ben moi, je peux pas. Par exemple, j'avais d'ailleurs des problèmes de concentration parce que quand je voyais la psychologue, elle me disait oh là là, votre enfant, madame, il est hyper actif, il bouge dans tous les sens, c'est un truc de fou quoi. Et même encore aujourd'hui. Donc là, je suis obligé de me calmer, vous voyez, par exemple, les gens ils comprennent pas que des fois les hauts potentiels ils prennent certaines substances. Alors moi, je prends pas la THC parce que j'y ai goûté pendant très longtemps. Mais je préfère la CBD. Et en plus, ça me fait des effets bénéfiques, mais énormes. Je dors beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus calme dans ma pensée. Ça ralentit ma pensée un peu. Je me sens moins diffus. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Je ne le fais pas exprès. C'est pas pour rien que je commence un livre, et j'ai du mal à finir un livre, sauf quand il me plaît énormément. Des fois, je lis 10 minutes ou une demi-heure et j'arrive plus après. J'ai du mal à me concentrer. J'ai toujours été comme ça. Voilà, j'ai un problème, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais des problèmes d'orthographe d'ailleurs, j'ai toujours des problèmes d'orthographe. Je me suis amélioré quand même. Il faudrait que, voilà. Alors que quelqu'un, peut-être justement, qui est plutôt dans la normalité, lui, il va être plutôt du cerveau gauche, c'est-à-dire c'est très linéaire, c'est pas du tout intuitif. C'est pas du tout intuitif, c'est très linéaire. Tâche numéro un doit ensuite arriver la tâche numéro 2. Alors que pour une personne en hyper-efficience, il n'y a pas de tâche numéro 2. Ça peut être directement une tâche numéro 10. Et il va revenir effectivement à la tâche numéro 2. Parce qu'il sait que c'est une étape, mais il ne veut pas passer par cette étape, il veut passer par autre chose. Voyez. Donc c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. J'y peux rien, c'est comme ça que je fonctionne. À une époque, même pour vous dire, avec mon mariage, ça n'avait pas marché, j'avais été obligé de voir un psychanalyste. Mon ex, elle n'a jamais pris de psychanalyse, j'ai pas très bien compris. Et le psychanalyste me l'a dit, mais vous arrêtez pas de bouger, vous êtes hyper actif et tout. Même sur son divan, j'arrivais même pas à rester une heure, je devenais fou. Il dit waouh. Et lui, il notait, il était très calme, très machin. Donc il prenait des notes, d'ailleurs des notes très linéaires. En fait, c'était que des notes linéaires. Moi, j'arrivais du mal même à. Je dis, mais comment vous faites avec des notes linéaires? Je sais pas comment vous faites, moi, j'y arrive pas. Ou alors, si, mais il va falloir que je me fasse la guerre, quoi, pour y arriver. Et il me dit, bah non, moi c'est comme ça. Et puis après, bon, il posait des questions. Il m'avait dit, d'ailleurs, ça m'avait fait rire, parce qu'il m'avait dit, et puis c'était vrai, parce que même, je crois que c'est, comment ça s'appelle, Raymond Azan, qui en a parlé en tant que psychanalyste, justement, des hauts potentiels. Il disait que, excusez-moi, je bois mon café. Il me disait, en fait, que, ouais, vous n'avez pas coupé le cordon ombilical. Alors ça, c'est beaucoup de problèmes de personnes en haut potentiel qui ont un énorme attachement à leur mère en général. Alors, je ne sais pas si c'est un complexe de quelque chose, est-ce que c'est un biais cognitif peut-être, mais c'est très compliqué. Mais les gens vont se moquer de vous parce qu'ils ne vont pas comprendre que pour un haut potentiel, le lien familial est très important. Il a besoin d'être dans son isolement, mais il a aussi besoin de l'autre. Et d'autant plus sa famille. Et souvent, vous avez beaucoup de hauts potentiels qui n'ont pas coupé le cordon ombilical. Et d'ailleurs, elle l'a très bien expliqué, Raymond Dazan, sur ce sujet-là, en tant que psychanalyste. Et lui me l'a expliqué, justement, ce psychanalyste. Et là, c'est là où j'ai tout compris, qu'il y avait quelque chose. Il m'a dit,
Il m'a dit oui, il y a quelque chose, c'est évident. J'avais été dans un centre, je me rappelle petit, le psychologie m'a fait passer des tests et tout. Et effectivement, ils se sont aperçus que j'étais créatif, beaucoup. J'étais pas forcément très doué dans les tests d'hyperlogique ou trucs comme ça, d'hyperlogicien. C'était pas trop mon truc. Pourtant, j'ai fini dans l'informatique, vous voyez, c'est assez rigolo. Mais en fait, c'est le mode de fonctionnement qui est différent. Bon, alors on part, je m'égare un petit peu, là on n'est plus à l'école, c'est sûr, vous voyez le voyage qu'on a fait, c'est assez marrant. C'est vraiment le voyage, c'est vraiment ça, c'est comme un voyage. On est un peu comme dans une bande dessinée, enfin je sais pas si on peut dire une bande dessinée, on est une espèce de voyage, voilà. On voyage. Souvent, quand quelqu'un me dit quelque chose, j'imagine la scène. Vous voyez, j'imagine quelqu'un qui va me parler de l'océan, bah, je l'imagine tranquillement à aborder l'océan sur son bateau, tribord, bâbord. Il met le petit phoque devant et puis hop, le bateau avance, la grande voile, etc. Ou le catamaran, vous voyez. Et là, je l'imagine, j'entends le bruit des vagues qui tapent sur la coque, qui fouettent la coque, vous voyez. Je vois plein de trucs comme ça, c'est très vivant dans ma tête. Souvent, quand je lis un livre, un roman, surtout les romans, bah, je vois quoi. Même l'autre fois, je lis même des trucs dramatiques. J'aime bien un peu tout ce qui va être art dramatique. J'aime aussi ce qui est trash. C'est-à-dire, par exemple, sur certains films d'horreur, quand j'étais bon, là, allez, on a zappé l'école, hein, on est clair. C'est trop marrant d'ailleurs. Et quand j'adorais les films d'horreur, j'étais un fanat. Plus maintenant, ça me fait même peur, mais je rigolais. Et j'avais une copine, elle me dit, mais t'as fini de rigoler, t'as pas vu, c'est pas marrant. Je me dis, ça me fait rire, j'y peux rien. C'est-à-dire que même le trash me faisait, tout ce qui était nécrologique me faisait rire, quoi. Je dis, ah, c'est comme ça qu'on finit. Ah ouais, d'accord. Je lisais un article d'ailleurs sur les 101 façons de mourir. C'est un truc de ouf, quoi. Mais il y a 101 façons de mourir, les amis. Je sais pas, je savais pas que ça existait, quoi. Mais en fait, c'est. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est là. Ah, ça doit être le plombier. Désolé. Il y a le plombier, là, il vient de vérifier les robinets. Bon, ça va, j'ai quelqu'un qui est là. Vous voyez, comme on est vite perturbé, hein. Et donc, les sujets, c'est ça, en fait. Les sujets, c'est toujours complexe, vous voyez, de pouvoir expliquer aux gens. Attendez, je reviens, hein. Je m'absente un peu. Je voudrais voir quelque chose. Ouais, ils sont bouchés les toilettes là. Ouais, on a réussi un peu à les déboucher, mais avec un peu d'acide. Ah ouais, faut faire ça, ouais. J'ai mis un peu d'acide, je vais en racheter. Parce que j'ai remarqué que ça descend mieux maintenant. On met plus de papier aussi, ça. Parce que le papier. Le problème, c'est les tuyaux, ils sont trop petites, les sections. Vous savez, c'est les anciennes sections là. Essaye de continuer à mettre de l'acide. Ouais, ouais, je vais en racheter justement. Ouais, mais ils ont refait. Alors, comme ils ont refait. Ouais, c'est un système, ça envoie de l'air, mais bon, c'est efficace moyennement. Ça dépend. Vous aussi. Ça marche. Ouais, mais je pense que l'acide, ça marche justement. Parce que ça enlève le calcaire, mais l'acide sulfurique, hein, c'est pas de l'acide chlorhydrique, ça marche pas l'acide chlorhydrique. L'acide sulfurique, mais il faut pas en mettre trop, j'ai peur de percer les tuyaux après. Ouais, ouais, faut pas en mettre trop. Non, non, bah le robinet dans la cuisine, il l'a changé il y a 2 mois. Il a tout fait, donc non, non, tout est ok sinon. Ah ouais, à cause du Covid. Truc de fou ça. Ah bah oui. En- justement, en Chine, ils ont utilisé ça. Ils ont utilisé des rayons ultraviolets. Ça détruit les virus. Même les puces, les cartes, tout passe au rayon ultraviolet. Ici, il n'y a rien. Vous avez vu des camions même qui passent éventuellement avec des. Rien. Il faut désinfecter. Les virus, ils se posent. Voilà, c'est manuporté, c'est ce qu'explique le professeur Raoult. Si vous touchez des objets, vous mettez votre main, bah, c'est ça le problème. Les poignées, les ascenseurs, voilà, il faut mettre le coude. Bon courage à vous. Au revoir. Je vais voir si Assise est
Bah, excusez-moi du dérangement, je suis désolé. Vous voyez, les perturbations, c'est la vie courante. Bon, ferme la porte, s'il te plaît, merci. Voilà, donc pour revenir à ce que je disais, je sais même plus où c'est que j'en étais. Du coup, j'ai perdu le fil d'Ariane, on va dire. Là, vous assistez à ma vie dans l'obscurité, on va dire, voilà, dans la cave de Platon. Et donc, je sais plus du tout où j'en étais. Alors là, ça va être compliqué pour reprendre le fil conducteur. Non, pour dire voilà que c'est pas simple, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas évident hein, pour une personne. Quand vous avez des établissements qui sont prévus pour, c'est super quoi. Ouais, c'est génial. Voilà. Donc après, je vais pas vous raconter tout mon parcours professionnel, mais voilà, sur l'école, ça a été quand même une calamité pour moi. Alors j'aurais peut-être pu faire des études, hein. Si j'avais été compris dès le départ, comme Madame Guillonnet, je vous ai parlé, Madame Guillonnet, qui elle m'a connu, elle savait que j'avais ce potentiel, mais malheureusement, les autres instituteurs, bon, je leur en veux pas, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est compliqué, c'est franchement compliqué. Moi, c'est pour ça que, vous savez, des fois, même des fois, les hauts potentiels, des fois, vous voyez, vous savez, ils ne sont pas forcément susceptibles. Parce que comme ils sont hypersensibles, quand vous leur dites quelque chose, même une phrase ou un mot, même moi ça m'arrive, on me dit une phrase, un mot, bah, je peux mal le prendre. Mais pas le mal le prendre, vous faire la tête, mais je vais m'isoler pour me protéger. Vous voyez, je vais m'isoler. D'ailleurs, je ferai sûrement moins de vidéos maintenant. Parce que voilà, j'ai envie de m'isoler parce que je m'aperçois, bon bah voilà, que j'ai besoin de ça en ce moment, j'ai besoin d'être peut-être plus isolé. Je le ressens intérieurement, je ne peux pas vous expliquer, j'ai besoin de faire comme une espèce de retraite, vous voyez, une forme de retraite, parce qu'il y a des fois c'est très très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. J'ai besoin d'aller dormir aussi, je pense. Je vous raconte ma vie, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce gars-là qui raconte son existence. En tout cas, la forêt noire, je pourrais dire qu'elle était délicieuse, hein. Non, mais c'est le naturel, moi là, j'aime bien la nature. D'ailleurs, j'adore les animaux. Les personnes au potentiel, pas que bien sûr, mais les personnes au potentiel adorent les chats, les chiens. Moi, ça me manque énormément. J'ai eu 3 chats à une époque, 2 chats. Mais j'aime bien aussi les chiens. Euh, bon, j'aimerais bien en prendre un avec mon père. Je vais essayer de voir. Et on m'a dit, il y avait une amie qui m'a dit, qui est au potentiel justement, qui m'a dit, elle a un chien, elle qui a pas de poils quasiment. Il y a même des chiens qui n'ont pas de poils du tout, il paraît. Mais c'est pas beau, je trouve. C'est trop plissé au niveau de la peau. C'est pas joli, je trouve, un chien sans poils, tu vois, ça me fait un peu bizarre. Bon. Mais ça existe, hein, il y a des races comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais c'est comme vous avez un chat aussi comme ça, un chat égyptien, je crois qu'il vient d'Égypte, qui n'a pas de poils et qui adore d'ailleurs se baigner. Je sais plus comment il s'appelle ce chat, mais voilà, quoi. Bon, je vous parle de chat, je sais pas pourquoi, d'animaux. Bah parce qu'on aime les animaux. Moi, je suis un. Je crois d'ailleurs c'est un truc que je ferais, ça je sais pas. Si j'avais des sous, je me dis un jour, tiens, je fais un parc pour protéger les animaux, quoi. Parce qu'on les maltraite, on fait des trucs. Ça fait partie aussi de l'hypersensibilité des personnes au potentiel, justement. Voilà. Après, il ne faut pas le prendre mal, parce que je sais qu'il y a des personnes qui prennent mal quand on dit ça, hein. J'essaye pas de rentrer, vous voyez, dans une forme de vantardisme ou de. Non, non, ça m'intéresse pas du tout, ça, vous inquiétez pas. Je suis pas dans ce but-là, moi, je suis pas calculateur, tout ça, par exemple, ça aussi, sont des notions qu'on n'aime pas, le calculateur. On n'aime pas non plus, vous voyez, quand on commet, ou il y a une mauvaise action qui a été commise, bon, on n'aime pas trop les injustices, on supporte pas les injustices, mais on aime bien être clean avec les gens aussi, vous voyez. Sinon, on va se culpabiliser si on a menti, bah, par exemple, mentir, bah, vous rentrez dans une forme de culpabilisation. Pour le haut potentiel, c'est très compliqué de mentir. Vous voyez, il se sentira pas à l'aise. Il va être obligé de bifurquer sa vie et ça va être très compliqué pour lui. Ouais. Il peut le faire, mais ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Après, il va essayer de se racheter. Ouais, il va essayer de se racheter par différentes choses, hein. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc la vie un peu des hauts potentiels. Mais je vous mettrai le lien de David Lefrançois, je crois qu'il s'appelle, c'est très intéressant. Alors peut-être pas toutes les vidéos, hein, mais celles que je vous mette, c'est sur l'enfer, je pense, des hauts potentiels. Et lui, il l'explique super bien, parce que bon, il a les termes techniques pour l'expliquer.
Des fois même trop technique. Enfin bon, après, eux, ce sont peut-être du bon. Après, je cours pas trop non plus après tous ces. Enfin, sur YouTube, c'est vrai qu'il y a des fois des personnes, mais il dit des choses intéressantes auxquelles j'ai pas pensé, justement. C'est pour ça qu'il faut écouter les autres, parce que vous apprenez des autres, justement. Vous voyez? Et il dit comment même faire pour les hauts potentiels pour essayer de s'adapter au monde, mais c'est pas simple quand même. Moi, avec David, je suis pas trop d'accord avec lui parce que c'est pas si simple que ça sur cette question-là. Bon, après, bon, il a peut-être raison, hein, je veux dire, voilà, hein. Mais moi, je l'ai bien aimé. Vous avez une autre vidéo qui s'appelle les 10 signes de la surdouance. Mais c'est des signes justement auxquels vous attendez pas. Moi, j'ai été très surpris. Je lui dis, mais c'est quoi ces 10 signes-là? Voilà. Il y a aussi l'usurpateur aussi, c'est-à-dire faire attention de ne pas être un usurpateur, hein. De dire oui, de ne pas répondre avec sincérité, dire oui, oui, bah ça je l'ai, ça je l'ai. Non, si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Sur 10 j'en avais trouvé que 7 moi. Vous voyez, ouais, 3 que je n'ai pas trouvé. Voilà, bon, voilà, 7, 8. Et les 2 autres, 3 autres, j'ai pas vraiment trouvé. J'ai dit non, je suis pas gaucher déjà. Ils parlent de gaucher, alors j'étais assez surpris. Bah oui, mais en fait, des gauchers, oui, effectivement, qui sont très logica mathématiques, comme on dit. Eux, ils pourraient faire le fameux concours là. Parce que c'est des matheux, hein. Il y a beaucoup de matheux dans les gauchers, effectivement. Et puis après, ben, vous avez plutôt les artistes qui sont plutôt du cerveau, bon, qui sont plutôt des droitiers en général. Vous avez aussi des gauchers, bien sûr, hein. Vous avez aussi ce qu'on appelle les ambidestres. Les ambidestres, hein, je crois que c'est ambidestres qu'on dit, qui sont les deux. J'avais une amie comme ça, une copine qui est américaine d'ailleurs, qui était ambidestre. Elle arrivait, donc en fait, quand elle écrivait, elle écrivait sur la gauche et sur la droite en même temps. Le même mot, par exemple. Ah, vous dites, ah, ouais, c'était impressionnant, quoi. Elle parlait déjà, je crois, 6 langues ou 5 langues. Waouh, pareil, au potentiel, bouche dans tous les sens. Mais alors, elle était ambidestre. Elle parlait, elle était capable de vous écrire en même temps en miroir, quoi. Waouh, c'est du lourd, hein, du très très lourd. Moi, j'ai essayé sans trop de succès, hein. Non. Alors après, il y a des caractéristiques comme ça chez des personnes justement qui sont assez surprenantes en général. Voilà. On aime bien aussi avoir une grandeur d'âme. Je crois que les personnes qui sont haut potentiel ont une grande, grande valeur d'âme. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas m'en vouloir des fois. Vous voyez, comme là, des fois, je me suis énervé, je regrette un petit peu. Même là, sur le féminisme, j'en ai fait un petit peu trop. Je pense que j'ai fait un petit peu trop, j'ai poussé un peu trop le bouchon. Peut-être on ferait aussi, mais moins, on ferait moins quand même. Parce que c'est moins excusable, je dirais. Après, c'est son point de vue, mais c'est pas le mien en tout cas. Voilà, après chacun libre à lui de ne pas vouloir avoir l'esprit critique. S'il veut pas avoir l'esprit critique, ça le regarde. C'est un peu dommage d'être comme ça, parce que ça manque d'esprit critique, justement. On ne peut pas affirmer quelque chose quand on n'a pas été voir son contraire. C'est pas possible. Il faut voir son contraire, le contraire des choses, et ce que ne fait pas Onfray. Donc c'est de la malhonnêteté intellectuelle ce que fait Onfray. Je suis désolé, ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle, dans le sens, c'est pas un jugement que je porte, parce que c'est une personne que certains me disaient là dans le commentaire, une personne me dit oui, mais de toute façon c'est un type du système. Machin. Arrêtez avec ça, arrêtez avec vos types du système. Ça m'agace, on est tous dans le système, plus ou moins. Vous-même, vous y êtes dans le système. On a tous un pied plus ou moins dans le système. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Vous connaissez, vous, des gens qui sont en dehors du système. Vous avez regardé trop Matrix à un moment donné. Vous êtes obligé d'avoir un pied dans le système, plus ou moins, et peut-être un peu plus de pieds à l'extérieur si vous êtes, par exemple, je sais pas moi, si vous êtes souverain, oui, mais vous ne l'êtes pas totalement souverain. Vous dépendez toujours de quelque chose. Vous dépendez de la pluie et du beau temps. Je vais vous donner un exemple. Vous dites, je suis souverain, euh, j'ai une baraque, hein. Voilà, on va prendre Complot, là, qui avec sa ferme, sa grange. Bah oui, mais il dépend aussi de la pluie. S'il veut remplir sa citerne, il faut bien que la pluie, elle tombe. Vous voyez? On n'est pas tant souverain que ça. On n'est pas... faut arrêter de penser que... Vous voyez? Il faut être équilibré, en fait. Faut trouver... C'est ça qui est dur, justement. C'est ça. C'est pour ça que je dis même pour les, au potentiel, justement, c'est compliqué de trouver justement le bon équilibre. Parce qu'on est toujours dans nos excès. On est toujours dans des excès. L'excès de la parodie, l'excès du rire. On aime beaucoup tout ce qui est comique. Moi, j'adore rigoler, hein. Vous voyez, souvent, je sors des blagues quelquefois, des jeux de mots. Bon, je suis pas forcément non plus un expert dans ce domaine-là. Mais j'aime regarder des films rigolos, par exemple, où je me tords de rire. Des fois, je trouve des blagues. Ou alors, quand je souris, vous rigolez. Parce que c'est vrai que j'ai un rire très communicatif, on me l'a souvent dit ça. Mais en fait, bah, j'essaye pas de me brosser dans le sens du poil, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est vrai, vous voyez, la dépendance totale, ça n'existe pas. Faut arrêter de se leurrer avec ça. Vous voyez, faut arrêter de se leurrer. Les gens se leurrent. Bon, c'est bien les commentaires, mais je trouve des fois les commentaires, ils sont très bateaux.
C'est pas parce que Onfray a dit ça qu'il est mauvais dans d'autres domaines et qu'il est systématiquement pour le système. Vous voyez, il y a 2 3 mois, il avait une opposition complètement. Enfin, il était opposé, comme quoi ils ont mal fait les choses, etc. Après, je peux vous dire que c'est un type qui écrit, quand vous lisez ses livres, c'est du lourd. C'est franchement du très lourd. Il va même trop loin dans sa sémantique. Donc vous voyez, il a aussi des qualités. Il faut arrêter enfin, voilà, de juger les gens comme ça. J'aime pas trop ça. Après qu'il y ait des gens qui soient. Alors oui, c'est pas George Soros par exemple. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas un Bill Gates non plus qui là, du coup, sont beaucoup plus tranchés et on sait très bien les positions qu'ils prennent. Ces gens-là, à cause de l'argent, ils sont corrompus, etc. C'est l'argent qui les a rendus maléfiques, en quelque sorte, je sais pas comment dire, ou c'est eux qui ont préféré vouer à un culte pour avoir plus d'argent à Satan, ou est-ce que vous voulez. Vous voyez, enfin, toutes les élucubrations, là, voilà. Donc, moi, je crois qu'il faut essayer de faire le mieux possible sa vie sur cette terre. On n'est que de passage. Ça sert à rien de se prendre la tête. On va pas vivre 300 ans, les amis. Hein. Arrêtez de rêver. Hein. Quand vous voyez même des fois des jeunes de 14 ans, de 10 ans qui meurent suite à un accident, on n'est rien du tout. On n'est strictement rien. On est vraiment que de passage. Voilà. Et donc, des fois, ça m'énerve les gens parce qu'ils sont dans des trucs un peu de jugement. Non, je pense que. Moi, j'ai répondu d'ailleurs, je lui dis oui. Je lui dis non, mais je pense qu'il a fait aussi des bonnes choses. Il n'a pas fait que des mauvaises. C'est trop facile, c'est trop catégoriciel, ça. Voilà. Alors, c'est en fait, vous voyez, le coup du dire t'es dans le bien ou t'es dans le mal. Mais qu'est-ce que le bien, mais qu'est-ce que le mal? Est-ce qu'à votre avis, peut-être, tiens, voilà une question métaphysique, je ne sais pas si elle est métaphysique, si elle est. euh, si c'est une question à approfondir, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Connaissez-vous Nietzsche qui vous parle du livre Au-delà du bien et du mal, justement. Il faut le lire, ce livre, et vous allez mieux saisir la pensée philosophique de ce qu'est le bien et le mal, justement. Le bien se nourrit-il pas du mal et le mal ne se nourrit-il pas du bien? Si le mal existe, c'est peut-être parce qu'il faut que le bien existe. Enfin, je veux dire, le bien a besoin du mal pour exister. C'est ce que je veux dire. Il faut arrêter de croire que vous allez vivre dans un monde parfait, avec une perfection. Vous allez vivre sur une terre, par exemple, où vous n'allez jamais vous tordre une cheville, vous n'allez jamais vous casser un petit doigt, ou que sais-je encore. Mais ce sont des absurdités, ça. Absolues. Ça, c'est justement pour le coup du New Age. C'est une espèce de New Age. Vous savez, ces gens New Age qui croient qu'ils vont vivre dans un monde. Je vais retrouver la source. Ah, mais de quoi tu parles? La source de quoi? Quand bien même tu serais dans la source, mais tu vas t'ennuyer peut-être dans la source, je sais pas. Tu vas faire quoi exactement? Tu peux nous expliquer? Non, parce qu'il y a l'ambivalence de la nature. La nature est ambivalente. C'est comme ça. Faut arrêter d'être con. Excusez-moi hein, pour le gros mot. Hein. On aime bien les gros mots aussi. Faut arrêter d'être con. Parce que la nature, elle est ambivalente. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu le principe, si vous voulez, de Warblum, le principe de Lucifer. Est-ce que vous croyez réellement, par exemple, que la nature. Bon, je dérive, hein, je suis d'accord avec vous, on n'est plus du tout dans le sujet de départ, mais est-ce que vous croyez réellement que la nature, par exemple, elle n'a pas des principes lucifériens, elle n'a pas des principes de Lucifer ou enfer? Bien sûr que si. Vous vous dites, oh, c'est tout beau, le paysage, il est magnifique. Oh, j'ai un paysage, il est paradisiaque. Bah, allez faire un tour dans le microcosme, hein, puis allez voir, je sais pas, comment vivent des fourmis, comment elles se dévorent entre elles. Allez voir, je sais pas moi, des mammifères, comment le lion va tuer la gazelle. Et là, vous allez dire, ah, merde, putain, c'est une nécessité de faire ça. Et puis après, quelquefois, vous avez effectivement cette nature qui se réconcilie. Vous voyez qu'elle est ambivalente. C'est-à-dire que d'un autre côté, vous allez avoir un concept luciférien, un concept de l'enfer. Hein, c'est comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Justement, il est pavé de bonnes intentions. Pour quelle raison? Parce que vous allez avoir un lion qui va sauver une gazelle. Alors vous dites, waouh, mais c'est pas possible, il y a un truc là. Vous voyez l'ambivalence. Et on est toujours dans l'ambivalence. Et les gens croient que la nature, c'est qu'un concept de beauté, où tout est gentil, où tout est parfait. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas créer d'équilibre. Je vous dis, est-ce que le mal n'a pas besoin, est-ce que le bien n'a pas besoin du mal? Bah, quelquefois si. Vous voyez? Pour comprendre la souffrance, il faut être dans la souffrance. Vous ne pouvez pas comprendre la souffrance si vous-même vous ne souffrez pas, si nous ne souffrons pas. Mais souffrir, c'est aussi ce qu'on appelle les blessures intérieures. La souffrance, c'est pas forcément que quelque chose d'extérieur, comme un handicap ou autre. Voyez, vous avez l'handicap extérieur, certes, mais vous avez l'handicap intérieur. Comme être au potentiel, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Je peux vous le dire que moi, je le vis comme une souffrance. Voilà. Et quelquefois, c'est dur, c'est pas simple. J'arrive pas à trouver les mots, j'arrive pas à trouver les concepts.
Et c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Voilà, j'avais un peu envie de m'épancher un petit peu. De temps en temps, je fais quelquefois des capsules comme ça, à cœur ouvert ou à esprit ouvert, comme vous voulez. Et j'essaye d'être dans la réflexion, de faire bouger les lignes un peu. Et les ambivalences, elles existent. Moi, je pense que ces ambivalences même sont liées au monde quantique, justement. C'est pour ça que vous avez toutes ces ambivalences, parce que le monde quantique, je pense, il rentre en interaction, il y a ce qu'on appelle, je crois, la loi d'intrication dans le quantique, et vous avez ce qu'on appelle l'intrication. Alors bien sûr, certains me répondront, oui, mais le quantique, c'est à l'échelle nano-atomique, hein. Voilà, nanoparticules. C'est l'infiniment petit, certes, hein. Il est vrai avec l'expérience de Jung, hein, vous savez, quand vous observez une particule, par exemple un photon, il peut effectivement changer d'attitude. C'est vrai rien que par l'observation, vous voyez. Mais si c'est à l'échelle petite, ça peut être à l'échelle grande, parce que la preuve, vous avez des physiciens quantiques qui vous démontrent avec des ateliers pratiques, justement comme Julien Bogos, je crois qu'il s'appelle, Bogo, je crois, Julien Bogo, qui vous démontre par exemple la lévitation quantique, hein. Je vous avais fait une capsule là-dessus. Mais vous dites, ah bah oui, il y a des expériences pratiques du quantique. Et là, vous dites, ah bah dis donc, comment la lévitation n'est pas magnétique, comment une pastille une pastille de céramique arrive à survoler comme ça, avec moins 270 degrés, vous voyez la pastille qui décolle, vous voyez. L'aimant, il se retourne pas, enfin c'est un truc de fou, quoi. Ça défie toute la physique possible, imaginable. Voilà, je vais pas trop tarder parce que j'ai ma batterie qui se décharge là, oula oui. Je vais vous laisser donc, et puis écoutez, bah, bonne méditation tout ça, pour ça, quoi. Amis décodeurs, décodeuses. Et puis, ben, plein de bonnes choses pour vous, voilà. Mais j'ai toujours dit, hein, s'il y a des personnes au potentiel qui sont intéressées, n'hésite pas à me le dire, on peut parler ensemble. Moi, alors, tous les mercredis, je voulais dire, justement, je vous mettrai peut-être le lien, si certains vous vous sentez concerné. À Bono, vous pouvez même aller sur le site de la surdouessance. Moi, tous les mercredis, j'assiste. Alors, pas tous les mercredis, il y a des mercredis, non. Mais mercredi à 20h30 sur Zoom, je suis avec Alban Bourdi, justement, puis des amis qui sont justement au potentiel, des hommes et des femmes. Et donc, on partage des idées. L'autre fois, on avait parlé de la banalité, c'était assez rigolo. Des fois, on parle pas, même on se regarde. Et on est dans le silence et on se comprend. C'est assez surprenant. Mais c'est différent, c'est une autre approche. Quand vous êtes comme ça avec 5-6 personnes qui sont un peu dans la même notion que vous de l'hypersensibilité, ben c'est assez complexe. Puis certains sont des professeurs, hein, il y a des philosophes, tout. Alors moi, des fois, j'aborde pas trop parce qu'ils ont des mots, des fois, extrêmement poussés. Moi aussi, j'ai des mots poussés, mais comme c'est des personnes qui ont une certaine instruction parce qu'ils ont suivi des hautes études, alors moi, des fois, je me sens un petit peu décalé, mais pas décalé tant que ça, parce que l'autre jour, j'ai parlé, j'ai posé la question, mais comment vous vivez votre confinement? Comment votre hypersensibilité la vie? Comment vous... Et ils étaient un petit peu scotchés, quoi. Je les ai un peu... ils avaient du mal après à répondre à ça, quoi. Vous voyez, comme quoi j'ai posé un loup, quoi, quelque part. Et après, bon, on a fini par débloquer la situation. Mais c'était passionnant. J'ai pu voir la réaction de chacun, en fait. Et c'est très étonnant parce que tout au potentiel a sa propre personnalité. Il est unique. Il est unique. Moi, je suis unique, mais l'autre, il sera unique. J'en connais un, il s'appelle Xavier, d'ailleurs, très rigolo. Il y en a un autre qui s'appelle Lindol, je crois, John. Alain, il y a un qui s'appelle Alain. Il y a, comment elle s'appelle, Charlotte. Il y a Salomé, je crois. Il y a Yelena. Il y a qui d'autre encore? Il y a... Ouais, c'est sympa comme rendez-vous. Euh, Par contre, moi, je me suis abonné, vous voyez, alors comment ça s'appelle? Allopass, je crois, un truc comme ça. Et en fait, je paye une petite cotisation tous les ans. Moi, si vous vous sentez concerné, je vais payer 12 ou 13 euros. 13 euros, je crois que c'est mes revenus. Et je peux accéder comme ça, vous voyez, à différents ateliers. C'est super sympa. Moi, franchement, moi, je vous dis même, quelque part, que des fois, je me sens beaucoup plus à l'aise qu'avec YouTube. C'est pas que j'aime pas YouTube, mais c'est pas pareil. Là, je fais du monologue, je me parle à moi-même, en quelque sorte. Et c'est pas pareil, c'est différent. On parle avec des gens, il y a une communication, puis là, on est 5-6 et puis on arrive à se comprendre parce que bah, on est au potentiel et entre nous, on se comprend. Moi, j'ai eu plus d'une fois, j'ai parlé à Alban Bourdi, bon, qui est comme 160 de QI, qui écrit des livres, hein, c'est un écrivain qui écrit des livres, bon, certes, des biographies, mais pas que. D'ailleurs, il a écrit un dernier livre, là, je vous donnerai son titre si ça vous intéresse, qui est un hypersensible. Alors lui, il est très très hypersensible, justement. Mais ça a été, par contre, il a eu un parcours, justement, scolaire qui était complètement l'opposé du mien.
il a vraiment mieux réussi. Déjà, il lisait à l'âge de, je crois qu'il lisait déjà à l'âge de 3 ans, 4 ans. Lui, c'est vraiment un très haut potentiel, bien supérieur à moi, hein, c'est évident. Mais il est super gentil. Il est super gentil. Et il arrivait à se débloquer justement parce que je pense qu'il est aussi HPI plutôt. Il a son côté émotionnel et je pense que c'est un HPI qui a réussi à se débloquer au niveau émotionnel. Parce qu'ils ont beaucoup de soucis, les HPI, souvent pour se débloquer au niveau émotionnel. Comme ils sont dans l'introversion, c'est très difficile pour eux. C'est beaucoup plus compliqué que pour les HPE. Eux, les HPE, c'est le contraire. Nous, on est trop dans notre émotionnel et quelquefois, ça nous joue des tours aussi. Ça nous joue des tours. C'est pas simple. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine. C'était Didier. Au revoir.